la distribution de l'eau et de la glace. Ça, je le dis parce que les infirmières-chefs m'ont demandé souvent d'en parler. Parce qu'il y a ce que j'appelle l'été, c'est surtout l'été qu'on voit ça, entre 3 heures et 4 heures. J'appelle ça les pickpockets de glace. C'est que du monde a soif. La fille de soir, elle arrive, elle sait qu'elle va avoir une grosse soirée, puis que, bon, elle se dit, je vais prendre un petit verre d'eau, ça va me faire du bien. La fille de jour est fatiguée, elle a eu chaud de la journée, puis elle dit, oh, de l'eau, s'il vous plaît. Puis là, arrive le préposé, tout bien équipé, avec sa chaudière, puis généralement, ils font bien ça, là, vous faites bien ça, avec la pelle, puis tout ça, puis là, tout le monde la main nue là-dedans. Vous voyez, il y a un petit glaçon, puis il n'est pas là, tiens, hop, c'est un petit glaçon, puis ça en va. Quand on distribue de l'eau et de la glace, nous autres, on est capable de prendre quelques microbes dans l'eau, on n'en mourra pas. Mais un patient, par exemple, greffé du foie, qui est déjà à diarrhée, rien qu'à le regarder, il a diarrhée. Il y a des antibiotiques, il a pu savoir comment faire. Il n'est pas bien, il a de la misère à se défendre contre l'infection. Ce patient-là, il est à haut risque de faire une gastroentérite pour une raison qu'on ne sait pas. Puis on ne saura jamais que c'est les mains de Mme Tremblay qui a joué dans la glace vendredi soir à 3h moins quart. Mais ça pourrait être ça. Donc, c'est pour ça que je dis que quand on distribue la glace, il faut distribuer de la glace de façon proprement. Pas mettre la pelle, le manche de pelle, tu sais, notre main, nous autres, là, hein, on promène dans la chambre, on redresse le rideau, hop, si le patient est en train de tomber, on le redresse, on repart, on continue la glace. Puis là, la pelle est toujours dans notre main, puis là, elle tombe dans la glace. Il faut faire attention, hein? Il faut faire attention parce que ça peut être comme ça que l'infection se transmet. Donc, la distribution de la glace, ça a l'air bien anodin, mais ça ne l'est pas. Une autre chose que j'ai vue, et ça avec beaucoup de surprise, sur une unité de soins à Saint-Luc, la chaudière à glace est en dessous du lavabo à côté du Ajax. Là, si vous recevez comme ça chez vous, vous mettez un pichet d'eau sur la table, puis que vous avez mis ça à côté du Spick and Span, puis du Ajax, puis tout ça, bien, je dis, je n'ai pas le goût d'aller boire chez vous de l'eau. C'est pas là que ça va. Ça va dans une armoire propre, comme un verre, comme un pot d'eau, mais pas en dessous du lavabo. Je sais que ça a l'air d'une chaudière, je sais qu'ils ne sont pas belles, mais peu importe. Leur raison, c'est pas laver les planchers. Leur raison, c'est d'hydrater les patients. La lingerie, bien là, je pense que tout ce que je veux pas que vous fassiez, c'est des drapeaux avec la lingerie, puis pas de lançage de lingerie, parce que c'est dans ce temps-là que l'infection peut se transmettre. Généralement, il n'y a pas beaucoup de transmission de l'infection par la lingerie. En fait, il n'y a presque pas d'études qui en ont montré si elle est manipulée correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en défait le lit, on le met dans le sac à linge, et si le sac à linge devient tout transpercé, à ce moment-là, on en met un double sac. Mais en règle générale, on n'est pas obligé de faire ça. Et règle générale, même en isolement, on n'est pas obligé de mettre de double sac. C'est fini cette histoire de double sac, parce que c'est pas comme ça que l'infection s'attrape. Ah non, bon, tant mieux. Bien, si vous aviez à le faire, bien c'est... Ah, les enveloppes. Les enveloppes, tu sais, ce qui recouvre les lits, les têtes d'oreiller, les enveloppes, là. Ça, c'est là pour protéger quoi? La petite mousse qu'il y a en dedans. Si vous voyez que c'est fissuré, et ça, les infirmières-chefs ne sont pas contentes que je dise ça, mais je le dis à chaque fois allègrement, on les change. On n'accepte pas qu'un patient couche sur une oreiller qu'on voit le petit tissu dans le milieu. On n'accepte pas ça. On les retourne à la lingerie, puis eux autres vont s'occuper de faire ce qu'ils ont à faire avec. Même chose pour les matelas. Les matelas, quand ils sont fissurés, ne sont plus utilisés pour les patients. Ça, c'est vrai, puis ça va toujours rester vrai, puis je l'ai toujours dit. Je veux que les infirmières-chefs, des fois, ils trouvent que je leur coûte cher. Hein? Bien, c'est ça qui est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, qu'est-ce que vous dites? Mais on les retourne à la lingerie, puis au pire, une oreiller, on la jette dans les poubelles. C'est vraiment dégueulasse, on la jette dans les poubelles. Pensez-y, ça vous tente-tu de coucher là-dessus, vous autres, demain soir? C'est demain, moi, qui arrive à l'urgence, puis je me couche la tête. Puis là, je vois ça, tous les petits moutons sortent, là. Je dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui est arrivé au patient avant? L'entretien ménager, je vais vous sauter ça, là, c'est quand je le donne à l'entretien ménager. Alors, 15 minutes. Là, on va parler des types d'isolement. Là, ce que je vous ai dit depuis tantôt, là, c'est les pratiques de base. C'est tout un geste autonome que vous allez devoir poser par vous-même, parce que c'est vous autres qui avez le pouvoir d'agir là-dessus, c'est pas moi, c'est pas aucune des infirmières en prévention des infections de l'hôpital qui va venir vous dire « Mets ta jaquette, si on vous voit faire, puis c'est épouvantable, on va vous le dire, mais on ne sera pas là probablement pour vous le dire. » Par contre, quand la patiente souffre d'une tuberculose ou d'une maladie quelconque, puis on décide qu'un isolement est requis, là, c'est nous qui allons le dire ou c'est le médecin qui va le dire. À ce moment-là, on fait référence aux précautions additionnelles. En fait, ce qu'on appelait, c'est les isolements d'autrefois. Je pense que vous le savez. C'est quoi les isolements? Il y en a combien d'isolements? 5, oui, 5 isolements. Quelle couleur les pancartes?
Orange, non. C'est rouge. Ah, ben là, vous les voyez, hein? C'est facile, hein? Bon, la bleue, c'est quand un patient est porteur d'un pathogène transmissible par l'air. C'est ça, la bleue. OK? L'air, je vous l'ai dit tantôt, c'est ma mère avec son rayon de soleil dans le salon. Donc, c'est des pathogènes qui sont bien petits, qui peuvent se greffer aux particules de poussière en suspension et qui peuvent être inhalés par les voies respiratoires. Ce n'est pas beaucoup de maladies, par chance. La principale, celle qu'on va voir régulièrement, et il y a des unités dédiées dans les 2 hôpitaux, là, des chambres à pression négative, maintenant il y en a. C'est là qu'on va mettre les patients qui sont porteurs ou présumés porteurs d'une bactérie transmissible par l'air. Qu'est-ce qu'elle dit, la pancarte? On a une porte. Et comment la porte? Fermée. Est-ce qu'elle est fermée quand on veut ou elle est fermée quand il ne fait pas chaud? Tout le temps. Hein? Oui, mais ils n'ont pas le choix. Parce que la tuberculose, c'est une maladie légale, légalement écrite. Fait qu'un patient qui ne collabore pas, on peut le forcer parce qu'il peut avoir des sanctions légales. Fait que la porte, elle est fermée. Et ce n'est pas une question de choix, ce n'est pas une question d'intérêt, c'est une obligation. Quand on dit que la porte est fermée, ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi par rapport aux fenêtres? Oui, si vous fermez la porte, vous ouvrez les fenêtres, qu'est-ce qui arrive, là? Hein? On est fait. Maintenant, on a des chambres à pression négative. Dans les 2 hôpitaux du CHUM, on en a. À Saint-Luc, je sais exactement où ils sont. À l'Hôtel-Dieu, je pense qu'il y en a une au 5e Leroyer, puis l'autre, je ne sais pas ce qu'elle est. Au 2e, je pense, hein? OK. Donc, c'est des chambres à pression négative. Donc, les patients, quand ils ont la tuberculose, ils vont dans ces chambres-là. Pourquoi des chambres à pression négative? C'est parce que, je l'ai dit tantôt, là, hein, ça se transmet par l'air. Fait que quand tu ouvres la porte, l'air de la chambre, elle n'écoute pas, elle sort dans le corridor. Puis elle sort dans le corridor pour qui? Elle est contaminée, peut-être quelqu'un qui va se promener dans le corridor à ce moment-là. Donc, en mettant une chambre à pression négative, ça change la circulation de l'air. Ça fait en sorte que l'air reste dans la pièce. Donc, c'est pour ça que quand on a un diagnostic certain, ou bien qu'on présume qu'un patient a une tuberculose ou une maladie transmissible par l'air, il faut qu'il aille dans ces chambres-là. Mais le principe de la porte fermée reste aussi, parce que de toute façon, si vous laissez la porte ouverte, il y a une sonnerie dans la chambre qui va sonner, qui va dire « Oh, la porte est ouverte, puis c'est pas correct parce que vous êtes en train de changer la pression de la chambre. » Puis la fenêtre doit toujours être fermée. On met un masque. On met un masque spécial. Un masque blanc. Ça s'appelle... oui, c'est ça. Parce que je l'ai dit tantôt, sont petits, ces pathogènes-là. Hein? Fait que le masque ordinaire, il ne protège pas assez contre ces pathogènes-là. Et on se lave les mains, mais ce n'est pas quelque chose qui s'attrape par le toucher. Ça s'attrape par les voies respiratoires. Fait qu'on peut se laver les mains comme on le ferait pour n'importe quel autre patient. Quand le patient s'en va en examen, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Quand le patient s'en va en examen, je ne vous lirai pas toutes les pancartes, c'est plate, puis vous les avez toutes, vous pouvez toutes les lire. Quand on a un patient dans l'isolement, c'est toujours écrit. Mais je vous le dis, ça, c'est marqué, pour le patient, part du masque ordinaire. Quand le patient s'en va en examen, il peut mettre un masque ordinaire. Parce que le masque ordinaire, lui, il est capable de boucher l'air qui sort de la bouche du patient. Il est capable de faire ça. Il n'est pas capable de nous protéger contre l'inhalation, mais il est capable de bloquer l'expiration du patient. Donc, c'est tout à fait suffisant. Si vous faites du zèle, vous y mettez l'autre masque. Pensez-y un petit peu. Le patient qui a une tuberculose, la misère à respirer. On va y mettre un masque qui va tout y boucher son air. Fait que, qu'est-ce qu'il va faire, pauvre patient? Aussitôt qu'il va avoir 2 secondes, il va tricher. Il va tasser le masque, puis il va respirer, parce que moi aussi, je tricherais si je sentirais que je suis en train d'étouffer. Donc, un masque ordinaire est suffisant. Donc, deuxième précaution, c'est aérien des contacts. C'est les pathogènes qui, sont plus smart que les précédents, c'est-à-dire qu'ils se transmettent par 2 façons, et par le toucher, et par les particules en suspension dans l'air. Maladie transmise de cette façon-là, le zona. Hein, le zona, la varicelle aussi, mais le zona, je vous en parle plus, là, parce que ça aussi, il y a bien du monde. Savez-vous c'est quoi le zona? En avez-vous déjà entendu parler? Ça fait mal, oui. C'est ça. Oui, dans la face, autour de l'œil. Oui, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans nos hôpitaux, parce que les flancs, oui. Parce que les patients qui sont immunosupprimés ou qui sont malades peuvent faire un zona. On va faire un petit raccourci bien court sur ce que c'est le zona, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent ça. Fait que si vous comprenez ça, vous allez être meilleur que bien du monde. Zona, on n'attrape pas le zona. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un zona. Pourquoi on fait un zona? On fait un zona parce que moi, André Larose, par exemple, quand j'étais enfant, j'ai fait une varicelle. Je fais ma vie.
Puis à un moment donné, quand je suis plus vieille, pour une raison quelconque, je suis plus fatiguée, je suis immunosupprimée, là, mon système immunitaire, pour une raison quelconque, réactive ce virus-là que j'ai eu autrefois et me donne un zona. Donc, je ne peux pas faire un zona si je n'ai pas fait une varicelle avant. Donc, les gens me disent, ben pourquoi tu les isoles? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que le zona, ça ne s'attrape pas. Sauf que, monsieur ici, lui, il n'a jamais fait la varicelle. Et il va soigner André Larose qui a fait un zona, qui fait un zona. Mais monsieur qui n'a jamais fait la varicelle va attraper quoi? La varicelle. C'est pour ça qu'on isole les patients qui ont des zonas. Parce que ça ne donnera pas un zona, mais ça va donner une varicelle. Et une varicelle adulte, c'est pas drôle. Ça veut dire, est-ce que c'est possible que j'aie déjà eu un zona, mais que je n'ai jamais eu la varicelle? Non. Non. Impossible. Puis une varicelle, est-ce que ça peut apparaître par plaque? Oui. À même titre qu'un zona? Bien, des fois, c'est le diagnostic différentiel et dur à faire, oui. D'habitude, c'est très différent. Tu sais, les varicelles, c'est des pustules sur tout le corps, puis c'est assez flambant. Oui, oui. Mais tu ne peux pas faire un zona si tu n'as pas fait une varicelle avant. Mais des fois, le diagnostic différentiel est dur entre le zona puis l'herpès. Fait que là, il faudrait que quelqu'un te... Un zona sur des plaques sur une jambe. Est-ce que c'est automatiquement le zona ou si Non. Ça pouvait être une varicelle? Oui. Ça pouvait être une varicelle aussi? Oui, ça aurait pu être un herpès. OK. Sur une jambe. Mais tu as peut-être fait la varicelle puis tu ne le sais pas. Parce que ça, c'est l'histoire de bien des Québécois. Ma mère est morte, elle s'en souvient pas, je ne le sais pas. Ça arrive à bien du monde, bien souvent, de ne pas le savoir. Fait que ça se peut que tu aies fait une varicelle et que tu ne le saches pas. La majorité d'entre nous avons fait une varicelle. Et pas tout le monde le sait. Donc, si un patient a un zona, c'est avec ça que je vais l'isoler. Là, je ne vous dirai pas dans quelles conditions, parce qu'il me reste à peu près 5 minutes pour parler. C'est beau parler vite. Mais c'est avec cette affichette-là que vous allez... Gouttelette. Donc ça, c'est un pathogène qui s'attrape par les voies respiratoires, parce que quelqu'un a toussé, parlé, craché. Puis là, on inhale ces gouttelettes, parce qu'on est dans le mètre. Hein. Tantôt, je l'ai dit, là, il faut être à peu près à 1 mètre du patient. Là. Bon, c'est bien des grippes, bien des pneumonies, bien des virus. C'est souvent par gouttelette qu'on attrape ça. C'est l'isolement le plus simple. Il s'agit que de mettre un masque pour se protéger. Là, je vous les avais toutes vues, les affiches. Je sais pas, vous savez toutes qu'il y a un endo et un verso. Là. Quand vous allez faire votre orientation, vous allez leur dire, eux autres là, qui ne savent pas, là, mais vous autres, vous savez. Gouttelette et contact. C'est entre ancienne technique stricte. C'est l'isolement le plus complet. C'est-à-dire que c'est un pathogène qui se transmet à la fois par des gouttelettes, en toussant, en parlant, en crachant, mais aussi par le contact. Hein? Ça, c'est la porte ouverte. Elle pourrait être ouverte, mais j'aimerais bien mieux qu'elle soit fermée, mais elle pourrait être ouverte. Un patient qui est en train d'étouffer dans sa chambre, on ne fera pas exprès. La tuberculose, un patient qui étouffe dans sa chambre, à moins qu'il soit en code, on va fermer la porte. Mais s'il est en code, c'est une autre affaire. Là. Mais bon. Le masque, on met le masque tout de suite avant d'entrer dans la chambre. On met une jaquette, on met des gants, on se lave les mains avec le savon antiseptique ou le rince-main antiseptique, puis on dédie des équipements. Hein? Tout ce qui rentre dans la chambre reste dans la chambre le plus possible. Et puis, s'il faut qu'on les sorte, on les nettoie avec le produit nettoyant. C'est les consignes de départ et de sortie quand le patient part. Les précautions de contact. C'est les patients qui sont en isolement pour les bactéries multirésistantes. Ça pourrait être d'autres patients. C'est quand les patients sont porteurs d'un pathogène qui se transmettent par le contact direct ou indirect. C'est d'un autre isolement très fréquent. Les ERV, les SAMR, c'est comme ça qu'on les isole, généralement. Un SAMR, la seule différence, c'est pour ça qu'on avait un patient qui serait porteur de staphylocoque résistant, puis qu'en plus de tout ça, il tousse puis qu'il crache, on mettra un masque. Mais règle générale, s'il ne tousse pas puis il ne crache pas, on n'est pas obligé de mettre de masque. La gale, les poux aussi, si quelqu'un était porteur de gale et de poux, ça serait l'isolement qu'on mettra en place. Donc, c'est ce que vous allez retrouver comme consigne à la porte de la chambre. C'est-à-dire que la porte pourrait être ouverte, mais comme je vous ai dit tantôt, j'aimerais mieux qu'elle soit fermée. Mais là, on ne peut pas exiger ça. Mais si vous la laissez ouverte, ouvrez-la pas tout grande, parce qu'il n'y a plus personne qui voit la pancarte. Tout le monde rentre comme si c'était tout à fait facile de pénétrer dans la pièce sans voir les consignes d'isolement.
Et puis, il faut tout mettre ça dans la chambre et il faut tout laisser dans la chambre quand on quitte. À l'occasion, quand c'est des chambres qui sont... On est dans une zone d'isolement, nous autres, au 6e mois, c'est à l'hôpital Saint-Luc. Quand c'est une porte ouverte qui est pas dans la zone qui est plus réservée des isolements, ça m'arrive parfois de coller une pancarte au mur à côté de la porte. Ah, une bonne idée. Que la porte soit ouverte. Ben oui, parce que pour que les gens la voient, parce que c'est notre unité d'isolement à Saint-Luc, ça. C'est parce que des fois, il y a des patients à l'extérieur, on déborde souvent, parce que c'est plein souvent. Mais oui, c'est une très bonne idée. Très, très bonne idée. La porte fermée chez un patient qui est longtemps isolé, C'est dur, hein? c'est difficile pour lui. Ouais. Mais de placer la pancarte à côté de la porte, là où on peut avoir accès à nos jaquettes, nos gants, ça va aider. Sur les unités d'isolement, dans les 3 hôpitaux, mais je veux dire aussi à l'Hôtel-Dieu et Saint-Luc, les patients sont regroupés, du moins une bonne partie des patients sont regroupés sur des unités de soins dédiées. C'est-à-dire c'est l'unité de soins qui reçoit les patients porteurs de Staph aureus résistants ou les patients porteurs de entérocoque résistants. Il y a comme des consignes particulières pour ces unités-là là, qui regardent les gens de l'unité. Mais je vous dirais qu'un patient qui est hospitalisé au 2e Le Royal Hôtel-Dieu ou qui sera hospitalisé au 4e Est à Saint-Luc et qui aura besoin d'un isolement, pas parce qu'il est SAMR, pour une autre raison, c'est mieux de garder la porte fermée. Parce que naturellement, les gens sur ces unités de soins-là ne savent pas qu'il y a des isolements là. Puis ils ne sont pas habitués à avoir des isolements.